En Guinée-Conakry, il y a eu 2 événements ces derniers jours qui n'ont pas manqué de défrayer la chronique. D'abord, on a vu partir le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, plutôt fatigué, épuisé par un état de santé qui a été une source d'inquiétude pour beaucoup de gens dans son entourage et en Guinée, tout comme dans l'opinion africaine. On l'a vu partir prendre des jours de vacances à un endroit inhabituel. On s'attend à ce que le président guinéen, tout naturellement, qui est époux d'une citoyenne française, issue d'ailleurs elle-même aussi des forces de défense et de sécurité françaises, on s'attendrait normalement à ce que le président guinéen aille passer ses vacances dans sa résidence française, avec son épouse. Mais là, il a pris une autre direction, et selon les informations officielles guinéennes, il est allé passer ses vacances en Grèce. Au moment où il partait passer ses vacances en Grèce, 2 communiqués singuliers des autorités guinéennes ont attiré l'attention de tout le monde. Un communiqué du commandement de l'armée, d'une part, et puis un communiqué du secrétariat général de la présidence, d'autre part. Les 2 communiqués avaient un seul but, avertir tout le monde que personne ne soit tenté de faire un coup d'État en l'absence du président Mamadi Doumbouya, parce que la sévérité des autorités sera absolument irrépressible. Donc il est parti et l'événement remarquable ici, c'est qu'à son retour, c'était un Mamadi Doumbouya beaucoup plus en forme. C'était un Mamadi Doumbouya bondissant. C'était un Mamadi Doumbouya marchand du pas vaillant du soldat qu'on a connu qui est revenu. Comme si là-bas, eh bien en Grèce, il avait été soudain frappé par la baguette magique de la jouvence, avait retrouvé sa vitalité, son énergie de soldat. C'était un retour fracassant à Conakry, et même un retour qui a semblé eh bien, anticipé par rapport à la date initiale du retour prévu. Il est revenu presque plus tôt que prévu, au point que cela a non seulement surpris les Guinéens, mais aussi tous les observateurs de la scène internationale qui s'intéressent à la politique en Guinée. Deuxième événement, le président revient et il procède à quelques limogeages, histoire de rappeler quand même que le chef, c'est lui. Il limoge pour cause de corruption. Je n'ai pas ici les dossiers sur lesquels il s'est fondé. Je ne maîtrise pas ce dossier, mais il revient et il reprend les choses en main. Et au moment où il reprend les choses en main, on a une deuxième décision, un deuxième phénomène qui frappe. C'est eh bien, la radiation de l'armée guinéenne de près de 200 soldats. Près de 200 soldats, dont certains membres du bataillon des forces spéciales dont est issu le président Mamadi Doumbouya lui-même, et dont, parmi ceux-ci, un certain colonel, ou plutôt général Lama, l'un des hommes proches, qui ont accompagné le président Mamadi Doumbouya dans la prise du pouvoir. D'ailleurs, c'est lui qui, symboliquement, s'était d'abord assis dans le fauteuil d'Alpha Condé le jour de sa chute, et qui a conduit Alpha Condé, lui-même armé de ses fétiches, eh bien, le soldat, l'officier Lama, pour le mettre en capture et le déchoir de ses fonctions de président de la République. Donc, cette radiation massive de près de 200 soldats a un motif qui a été affiché par les autorités guinéennes, c'est que ces soldats ont déserté. Ils ont déserté. C'est quoi la désertion? C'est l'abandon de poste. On ne sait pas où ils sont. Et quand on ne sait pas où sont des soldats, on peut dire qu'ils sont en cavale. Près de 200 soldats, c'est quand même pratiquement ce qui permet de constituer un bon bataillon. C'est déjà un groupe eh bien, en capacité de mener une opération militaire efficace dans un espace donné. Alors donc, du coup, la question que j'ai envie de me poser, c'est qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 indices importants ici. Premier indice, la destination de vacances du président eh bien, Mamadi Doumbouya, indique, de mon point de vue, qu'il ne fait plus confiance à la France, qu'il a pourtant aidé à prendre le pouvoir en Guinée-Conakry. S'il faisait confiance à la France, le président Mamadi Doumbouya se soignerait non pas en Grèce ou en Inde, il se soignerait en France, comme la plupart des présidents en odeur de sainteté auprès de Macron. Il irait, comme Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, se faire soigner à l'hôpital américain de Neuilly.
comme la plupart des dirigeants africains, ou encore à l'hôpital dit du Val-de-Grâce. Il irait se faire soigner là-bas. Mais le fait que le président Mamadi Doumbouya n'ait pas choisi la France comme lieu de vacances, n'ait pas choisi non plus la France comme lieu éventuellement pour sa thérapie, indique une crise de confiance avec la France. Deuxièmement, le refus de la Guinée d'adhérer au projet de l'ECO porté par la France et par Ouattara à l'intérieur de la CEDEAO est le deuxième indice qui avait déjà attiré mon attention sur la crise franco-guinéenne. Le fait que la Guinée se soit vertement opposée à l'idée de rejoindre l'ECO de la CEDEAO, cornaquée par Paris et par Ouattara, est le signe qu'il y a une tension de plus en plus ouverte entre le régime du président Mamadi Doumbouya, le régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire et le régime d'Emmanuel Macron en France. J'ai toujours pensé, j'en suis convaincu, que le troisième sujet et la troisième paume de discorde entre le régime du président Mamadi Doumbouya, le régime de Macron et le régime de Ouattara, c'est que la Guinée a refusé de participer activement à la déstabilisation du Mali. La proximité, la symbiose, l'osmose qu'il y a entre les frontières guinéennes et maliennes sont telles que, si le régime guinéen avait accepté de servir de base arrière de déstabilisation au Mali, eh bien, l'impérial terrorisme, la coalition impériale terroriste, aurait pu attaquer plus efficacement encore le Mali qu'elle ne l'a fait lors des épisodes du 25 avril et du 4-9 juillet. Donc, voilà trois éléments qui me permettent de sentir une tension très forte. Voici que vient donc s'ajouter un quatrième élément. Plus de 200 soldats désertent. À votre avis, ils ont déserté, ils ont fui où? Puisque normalement, ils ne sont pas en Guinée. S'ils ont déserté, dans quel pays peuvent-ils se réfugier pour bénéficier du soutien des adversaires, voire des ennemis de Mamadi Doumbouya? D'abord, on est obligé d'exclure tous les pays de l'AES. Les déserteurs qui sont tombés en brousse, les soldats en cavale ne peuvent pas être venus au Mali. Ils ne bénéficieront jamais du soutien du Mali contre le régime de Mamadi Doumbouya, qui a été jusqu'ici loyal, cordial et fraternel envers ses frères d'armes du Mali. Ils ne peuvent pas aller au Burkina, ils ne peuvent pas aller au Niger. Où est-ce qu'ils peuvent aller? Quel est le pays qui a une frontière poreuse avec la Guinée et qui est sous le contrôle de l'OTAN? Il y a deux pays immédiatement autour de la Guinée vers lesquels ils peuvent aller. Ces pays sont tout naturellement la Côte d'Ivoire d'un côté, le Sénégal de l'autre, ou peut-être le Libéria. D'où on peut faire l'hypothèse que les 200 qui ont fui pour aller préparer une opération militaire contre Mamadi Doumbouya. Ils ont fui pour aller préparer un coup d'État contre Mamadi Doumbouya. Ils ne peuvent pas disparaître à 200 par hasard. On peut supposer qu'ils se sont repliés en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara les couvre pour qu'ils préparent une opération pour punir le général Mamadi Doumbouya pour les trois raisons que j'ai évoquées. Refus de participer à la déstabilisation du Mali, refus de soutenir l'ECO de Macron et de Ouattara, refus de faire confiance aux services médicaux français pour sa santé. Tous ces refus-là, cumulés, indiquent une crise ouverte entre le régime français de Macron et le régime guinéen de Mamadi Doumbouya. La suite nous sera révélée par les événements dans les prochains jours. Mes chers amis, voilà ce que je voulais absolument vous dire quand j'ai parlé de « les temps sont durs en Guinée-Conakry ». C'est qu'il y a là une alliance qui s'effrite. C'est qu'il y a du rififi, à mon avis, entre Macron et le gouvernement guinéen. C'est pas possible que la Guinée ait opposé ces trois fins de non-recevoir sans, s'attendre à des déstabilisations de la barbouzerie, néocolonialiste française, dont Alassane Dramane Ouattara est tout naturellement le serviteur attitré. La Guinée-Conakry envoie paître l'écho de Macron et Ouattara. C'est quelque chose de très surprenant. Et on a besoin de comprendre le paradoxe de cette situation. D'abord, je voudrais saluer les autorités du CNRD de Guinée-Conakry. Je les salue pourquoi? Je les salue parce que laissons de côté les conditions d'arrivée au pouvoir du général
président Mamadi Doumbouya. La Guinée-Conakry a réussi à préserver quelque chose d'essentiel, qui est très important pour nous panafricanistes, dans cette phase difficile que traverse le continent. C'est de ne pas participer de façon active et ouverte à la déstabilisation des pays qui incarnent le changement continental. Je voudrais saluer les autorités guinéennes du CNRD de Mamadi Doumbouya pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. Elles n'ont jamais activement participé à la déstabilisation du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Dans la séquence historique où nous nous trouvons, nous observons tous les jours le Sahel de 2020 jusqu'à maintenant 2026, soit bientôt 7 ans de période révolutionnaire sahélienne. La Guinée, que ce soit sous Alpha Condé ou maintenant sous Mamadi Doumbouya, n'a pas planté, à notre connaissance, le moindre poignard dans le dos d'un des pays frères de l'Alliance des États du Sahel. Cela étant dit, la politique interne et même internationale de la Guinée peut souffrir à la critique de l'intellectuel panafricaniste que je suis. D'abord, on le sait, le coup d'État qui a amené le général Mamadi Doumbouya a été amplement soutenu par Paris et Washington, qui continuent à avoir une trop grande influence sur le régime de Conakry. Ça, c'est une vérité qui permet de comprendre pourquoi la Guinée-Conakry n'a pas rejoint l'Alliance des États du Sahel. Elle ne l'a pas rejoint, notamment en raison de l'origine du régime de Guinée-Conakry. Mais, là, je continue à dire cela pour qu'on comprenne qu'il y a un paradoxe. Alors que le régime de Guinée-Conakry, du général Mamadi Doumbouya, est un régime globalement pro-français et pro-américain, pro-occidental, même si c'est un régime fraternel envers l'Alliance des États du Sahel, je l'ai souligné, il vient de prendre une décision spectaculaire, vraiment à laquelle on pouvait ne pas s'attendre. Dès lors que Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, a actionné sa marionnette, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, dès lors qu'il a été actionné par Macron pour saboter le premier projet de l'ECO, monnaie flexible, souveraine, indépendante des pays de la CEDEAO, Alassane Ouattara est entré en action et comme l'a rappelé l'excellent combattant des libertés, le ministre d'État Bassolma Bazié, dans une conférence récente de la commission de l'AES, Alassane Dramane Ouattara a dit, je cite, « L'ECO, la monnaie qui est proposée en réalité par la France, ne sera différente du franc CFA que de nom. On va reconduire toutes les propriétés du franc CFA, on va juste changer le nom pour cesser d'attirer les critiques. » Je cite un peu de mémoire les propos d'Alassane Dramane Ouattara rapportés par le ministre Bassolma Bazié. Et le ministre Bassolma Bazié en a profité pour citer tous les témoins de ces propos, de telle façon que aucun démenti n'est venu depuis lors de Côte d'Ivoire pour dire Alassane Ouattara ne l'a pas dit. Donc l'ECO, c'est le franc CFA bis. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change de nom, mais on maintient le fait que la France va contrôler cette monnaie. Elle va garantir une parité fixe de cette monnaie avec l'euro, de telle façon que cette monnaie sera en réalité pilotée par la Banque de France, comme le CFA l'est aujourd'hui, le CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. C'est cela qui m'a amené à la formule, désormais je le pense assez célèbre, la formule suivante, l'ECO, la monnaie, ECO, n'est que l'écho d'un bruit qui n'existe plus. Je reprends la formule, l'ECO, la monnaie écho, n'est que l'écho, écho, le mot, E-C-H-O, l'écho d'un bruit qui n'existe plus. L'écho d'un bruit qui n'existe plus. Autrement dit, en réalité, c'est une monnaie mort-née. Car en fait, c'est un non-événement. À quoi sert-il de créer
un franc CFA bis, puisque le franc CFA, lui, il est encore là. Le franc CFA bis n'est rien de nouveau. Voilà pourquoi je dis que l'écho n'est rien du tout. C'est un bruit qui n'existe plus, puisqu'en fait, on nous dit que c'est le franc CFA qu'on veut maintenir, et par conséquent, ceux qui se laissent attirer par ce bruit sont ceux qui ont oublié les propos de Ouattara rapportant les intentions de son patron Macron, son petit patron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron. Bon. Maintenant, revenons à la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, sous l'impulsion du grand camarade, le président Ahmed Sékou Touré, avait instauré le franc guinéen. Et donc, la Guinée-Conakry a une tradition de pilotage de sa propre monnaie depuis plusieurs décennies. Depuis le camarade président Ahmed Sékou Touré. Dans le cadre du célèbre NON, N-O-N, de 1958 à Charles de Gaulle, Sékou Touré assuma toutes les conséquences. Et c'est l'un des éléments de l'identité politique guinéenne, à savoir la souveraineté monétaire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le franc guinéen? D'abord, il y a une opinion très répandue contre le franc guinéen, c'est dans la zone CFA, on se moque du franc guinéen à cause de la forte inflation de cette monnaie. Il faut de grosses quantités de cette monnaie pour faire les transactions commerciales et le franc CFA conserve une certaine puissance relative par rapport à cette monnaie quand on doit les confronter sur le marché sous-régional. Mais ceux qui se moquent du franc guinéen ne savent pas en quoi le franc guinéen dépasse le franc CFA. Et je vais vous expliquer. Le franc guinéen dépasse le franc CFA en ceci que la Banque centrale de Guinée ajuste le franc guinéen en fonction des variations du marché international. Alors que les banques centrales, que ce soit la BCAO ou la BEAC, c'est-à-dire les banques centrales du franc CFA d'Afrique de l'Ouest ou du franc CFA d'Afrique centrale, n'ont aucun pouvoir d'ajustement de la monnaie qu'elles utilisent par rapport à l'évolution du marché international. C'est-à-dire qu'en fonction des intérêts vitaux de la Guinée et de l'évolution du marché international, la Guinée peut soit surévaluer sa monnaie pour avoir de bonnes recettes, soit dévaluer sa monnaie pour avoir de bonnes recettes toujours. C'est ce qu'on appelle le pilotage monétaire. Nous qui sommes dans les zones CFA, nous ne pilotons pas notre monnaie. Notre monnaie, pour prendre une image que proposa un jour un économiste camerounais, Christian Penda Ekoka, la monnaie du franc CFA, c'est comme un thermomètre qui est bloqué à 12 degrés Celsius. Et on vous demande de mesurer la température des malades avec ce thermomètre. Imaginez un thermomètre qui est bloqué à 12 degrés Celsius. On vous le donne, on dit allez mesurer, voyez si les enfants ont la fièvre. Voyez s'il y a une variation de température. Dans tous les cas, chaque fois que vous mettez ce thermomètre sous les selles d'un enfant ou d'un malade quelconque, ça donne toujours 12 degrés. C'est ça le franc CFA. Par conséquent, le franc CFA ne peut pas soigner l'économie. Il paralyse l'économie, il empêche d'agir sur l'économie, et c'est uniquement le propriétaire du thermomètre qui pilote l'économie à distance. Puisque de toutes les façons, il t'empêche de piloter à travers ce qu'on appelle le taux fixe. Or, en fait, toute véritable monnaie doit être modulée. Ce qu'on appelle donc le taux d'intérêt ou le taux directeur d'une monnaie doit être modulé en fonction de l'évolution du marché intérieur, du marché extérieur, de telle façon que cette monnaie, in fine, permette toujours à l'État qui est bien la pilote d'être bancable. Donc, alors qu'en apparence, nous nous sentirions prétendument supérieurs, nous qui sommes dans les zones du franc des colonies françaises d'Afrique, eh bien, à la République de Guinée, qui a son propre franc. D'ailleurs, j'invite la République de Guinée à constater qu'il n'y a pas une ethnie en Guinée qui s'appelle les Francs. Je rappelle que franc, c'est une ethnie. Donc, je glisse une critique au passage. Je pense qu'il faudrait même cesser d'appeler la monnaie guinéenne franc. Il y a des tas d'autres façons d'appeler la monnaie de la Guinée. La Guinée a suffisamment de références. Vous pouvez même décider d'appeler la monnaie guinéenne le Sékou Touré. Puisque c'est quand même
c'est quand même l'un des fleurons de la résistance qu'il a incarné. D'accord? Il y a tellement de noms disponibles en Guinée pour appeler la monnaie que c'est aussi là encore une faiblesse de la monnaie guinéenne de garder le nom d'une ethnie non guinéenne, le franc. Bon, mais laissons. Je reste ici dans l'argument pour ce qu'il a d'essentiel. Comme je le disais, avec le franc CFA, nous ne pilotons rien. Nous subissons tout. Nous subissons les soubresauts de la zone euro. Puisque le thermomètre est tenu par la Banque de France, qui est dans la zone euro, c'est la vie de la France, là, qui influence la vie de l'économie de 15 pays africains. Quand la France est au rouge, elle nous amène au rouge avec elle. Et bien souvent, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est au rouge? Elle dévalue le franc CFA pour que nous payions son manquant. Les dévaluations, c'est quoi? C'est Africain payé à ma place. C'est ce que ça veut dire. Voilà la définition de la dévaluation. Les dévaluations que le franc CFA a subies signifient simplement, de la part de la France, Africain payé à ma place. Chaque fois que la France a été en difficulté, elle s'est tournée sur le franc CFA et l'a dévalué. Pour amener les Africains à payer pour elle. C'est exactement ce qu'elle a fait pendant les 2 guerres mondiales. Elle ne pouvait pas battre l'Allemagne, elle ne pouvait pas battre l'Angleterre, elle ne pouvait pas affronter Hitler. Il a fallu que les Africains aillent devant. L'Afrique, chair à canon. Le franc CFA, c'est la chair à canon économique de l'Afrique. Voilà la France en difficulté. Incapable de combler son budget. Elle se bat pour transformer l'éco en franc CFA bis, afin de continuer à faire payer les Africains à sa place. Alors, donc, je reviens à Mamadi Doumbouya, le président général guinéen. Tout le monde sait maintenant qu'il traverse un grand moment de fragilité. Je ne peux pas dire avec certitude de quoi est-ce qu'il souffre, mais les images que nous avons vues, eh bien, font à peu près l'unanimité dans l'opinion que le président guinéen, malheureusement, manifestement souffre de quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je ne peux pas dire. Et je ne vais pas ici m'aventurer sur ce terrain. Là encore, j'en profite pour dire, il est important, quand le président est malade, de dire aux gens que le président est malade. On a un problème ici en Afrique, c'est que dès que les gens deviennent présidents, on prétend qu'ils ne sont jamais malades. Un président est un être humain. Si c'est une maladie bénigne, un rhume, on peut comprendre que vous ne le disiez pas. Si c'est une maladie bénigne, je ne sais pas, peut-être un palu passager, on peut comprendre que vous n'en parliez pas puisque ça se guérit, ça se soigne facilement. Mais quand il y a une cause médicale importante, c'est un devoir d'informer le peuple. C'est un devoir d'informer le peuple. Bon, mais je ferme cela. Ce qui est paradoxal, c'est que dans ce moment où on le voit, personnellement, plutôt fragile et frêle, il prend une décision très courageuse. Une décision qui est en train de provoquer une levée de bouclier à Paris. Une levée de bouclier dans la presse néocolonialiste française. Il dit qu'il ne veut pas de l'écho de Macron et Ouattara. Alors la question c'est, pourquoi le général président Mamadi Doumbouya, dont le pouvoir a bénéficié de la bienveillance de Macron et de Ouattara, pourquoi ne veut-il pas de leur écho? Qu'il me soit permis de formuler des hypothèses. Hypothèses, disait Newton, non fingo. Je formule des hypothèses, je n'ai pas dit que j'ai trouvé. Là seulement, je parle par hypothèse. Écoutez, moi je parle de l'hypothèse que, malgré le fait qu'il y ait des liens très forts entre le pouvoir guinéen, les pouvoirs français et ivoiriens, le chef de l'État guinéen reproche quelque chose à Macron et Ouattara. Ça, c'est ma première hypothèse. Et cette hypothèse-là, elle est riche de profondeur et de nuances. Écoutez-moi bien. Pour les contrarier sur leur projet phare avec lequel ils croyaient pouvoir galvaniser la CEDEAO, maintenant que leur homme de main, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la tête de la CEDEAO, pour oser dire pas question du franc guinéen, pas question, pardon, de l'écho à la place du franc guinéen, il faut qu'Emmanuel Macron et Alassane Draman Ouattara aient fait quelque chose de particulièrement grave à leur
poulain à leur soutien, le général Mamadi Doumbouya. Maintenant, la question est quoi? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je n'ai aucune certitude ici. Premièrement, on peut les soupçonner d'être peut-être l'une des causes de sa fragilité actuelle. Ça fait un. Je dis bien, premièrement, on peut les soupçonner d'être l'une des causes de sa fragilité actuelle. Tout cela, je le dis, avec la réserve du doute, avec la réserve de la relativité. Je n'affirme pas ici une certitude. Mais je fais l'hypothèse que le président Mamadi Doumbouya en veut à Macron et Ouattara et que quelque part, il leur reproche quelque chose sur les problèmes qu'il a actuellement. Ça, c'est la première hypothèse. Et puis, il y a autre chose qui explique que le président Mamadi Doumbouya se soit raidi. Et elle dit, pas question, je ne veux pas entendre parler de votre écho ici. Mais, il est possible qu'il ait eu vent, qu'on veut lui faire un coup d'État, parce qu'il n'est pas assez docile, qu'il n'est pas assez soumis à Macron et Ouattara. Il est possible que le président Mamadi Doumbouya soit au courant qu'on essaye de fomenter quelque chose pour le punir de ses audaces. Et l'une des audaces dont on pourrait vouloir le punir, c'est d'avoir refusé que la Guinée soit une base arrière opérationnelle des groupes terroristes qui attaquent le Mali. Là, je commence à être dans le sérieux. Je commence à être dans la révélation, mes chers amis. Je suis en train d'entrer ici dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de la certitude que l'hypothèse qu'il soit à l'origine de sa fragilité physique. Parce qu'on peut être malade sans que quelqu'un ne vous ait fiolé, n'est-ce pas? Mais par contre, qu'on lui en veuille de n'avoir pas attaqué l'AES, qu'on lui en veuille de faire des leçons en faveur de l'AES en pleine réunion de la CEDEAO, comme il l'a fait d'ailleurs au dernier congrès de la CEDEAO en Sierra Leone, qu'on lui en veuille pour cela, cela est vrai, on lui en veut. Qu'on lui en veuille de ne pas offrir la Guinée comme base arrière opérationnelle pour attaquer le Mali, cela est vrai. Parce que les opérations qui ont été menées jusqu'ici contre le Mali ont été préparées au nord du Bénin, en Mauritanie, en Algérie et en Côte d'Ivoire. Or, le territoire guinéen, comme vous le voyez, il est en continuité naturelle avec le territoire malien. Quand on sort de Bamako, on entre en Guinée en moins de 2 heures de route. En moins de 2 heures de route, on entre en Guinée. Là, je vous parle du terrain. Je suis sur le terrain ici. Les cartes, je n'en parle pas seulement. Les cartes d'Afrique de l'Ouest, je n'en parle pas. Les seuls livres, je pratique les distances. Donc, mon explication la plus avancée, c'est de dire que Mamadi Doumbouya ayant refusé d'offrir la Guinée comme base arrière active, opérationnelle, offensive contre le Mali, il a eu vent qu'on essaye de le punir pour ça, en suscitant tout naturellement un remplaçant dans l'armée guinéenne. Et ça, c'est renforcé par un événement qui a eu lieu hier. Quand le président général Mamadi Doumbouya s'est mis à partir de Conakry, il a donné des instructions pour 2 types de communiqués qui sont sortis. Un communiqué de la présidence et ensuite un communiqué de l'état-major de l'armée, ayant pour but d'avertir tout le monde. N'essayez pas un coup d'État. On est au courant que vous voulez essayer. C'est ça le message des communiqués officiels guinéens. Le président général Mamadi Doumbouya va en Grèce avec sa famille, sans doute aussi pour se soigner, puisqu'il apparaît clairement amaigri et malade. Ok? Mais il avertit tout le monde que me voici en train de partir. Que personne n'essaye ce que je sais que vous voulez essayer, parce que je ne veux pas servir de base arrière pour attaquer mon frère Assimi Goïta. Je ne veux pas servir de base arrière pour attaquer l'AES. Je sais comment on veut pour ça. Et je sais que certains d'entre vous sont en train d'être approchés pour me poignarder dans le dos. Mais tant pis pour celui qui essaye et qui rate. Il n'aura pas le temps de s'en souvenir. C'est l'esprit des communiqués qui sont sortis de la présidence guinéenne ces 48 dernières heures. Vous comprenez? Voilà la vérité. Donc, je peux conclure ce 3e et dernier sujet. Pourquoi
la Guinée de Mamadi Doumbouya refuse de s'aligner derrière l'écho. D'abord, l'argument économique et théorique, scientifique est incontestable. Ensuite, il y a les raisons idéologiques. L'identité politique guinéenne passe par la fierté de cette monnaie arrachée de main de maître, arrachée de haute lutte par la Guinée sous le camarade président Sékou Touré. Donc il y a l'idéologie qui est quand même encore vivante en Guinée. La dignité, la souveraineté des Guinéens, ça leur tient encore à cœur. Et puis troisième raison, des raisons géopolitiques et géostratégiques que j'ai explorées prudemment, en soulignant que la plus importante, c'est qu'on en veut au CNRD de Guinée de n'avoir pas offert la Guinée comme base arrière opérationnelle et active pour attaquer le Mali. Parce que attaquer le Mali à partir de la Guinée permettrait une plus grande amplitude opérationnelle aux ennemis du Mali. Jusqu'ici, à ma connaissance, le président Mamadi Doumbouya s'est refusé à cela. On lui en veut. Et quand on commence à t'en vouloir en France-Afrique, le sol tremble sous tes pas. On cherche une pièce de rechange. Et voilà pourquoi les communiqués ont prévenu celui qui serait tenté de servir de force de pièce de rechange de ne pas louper son coup. Parce que s'il loupe son coup, ça ne va pas le louper. Je voudrais, en ce samedi 30 mai 2026, attirer l'attention des Africaines et des Africains du continent des diasporas, de nos amis d'Europe, d'Asie, d'Amérique, de tous ceux qui vivent dans les îles des océans Atlantique et Indien, sur une menace particulièrement grave. Une menace particulièrement grave qui pèse contre l'Afrique. Et cette menace, c'est la manipulation, l'instrumentalisation, le détournement de l'islam africain. L'islam de ce pays par les mercenaires, par les forces hostiles et ennemies de l'Afrique qui sont rassemblées au sein de l'OTAN, qui sont rassemblées au sommet de l'élite européenne, qui sont constitués par l'élite de la junte néocolonialiste et terroriste française d'Emmanuel Macron, les forces hostiles à l'Afrique qui sont rassemblées parmi les monarchies du Moyen-Orient qui sont alliées à l'OTAN, qui sont alliées à la junte néocolonialiste et terroriste française pour maintenir l'Afrique sous domination. C'est le cas notamment des monarchies d'Arabie Saoudite et du Qatar. C'est le cas des monarchies des Émirats Arabes Unis, du Koweït, qui, d'une manière ou d'une autre, sont déterminés à contrôler l'Afrique en instrumentalisant la belle religion islamique africaine. Mes chers amis, c'est un sujet d'une extrême délicatesse. Il faut l'aborder non seulement en sachant raison garder, mais en assumant avec courage la vérité et la justice et la solidarité pour le peuple africain. Il est important de rappeler à toutes et à tous que l'Afrique est attaquée par la coalition militaro-politique de l'OTAN, coalition occidentale, à la tête de laquelle se trouvent les États-Unis d'Amérique, leurs alliés européens et leurs alliés du Moyen-Orient. Pourquoi attaquent-ils l'Afrique? Ils attaquent l'Afrique pour les mêmes raisons que depuis 600 ans, ils sont sur le dos de ce continent. Ils attaquent l'Afrique parce que l'Afrique est le continent le plus riche du monde, en richesse naturelle stratégique. Or, manganèse, lithium, coltan, gaz, pétrole, diamant, pour ne citer rapidement que celle-là. Entre le 16e et le 18e siècle, ils ont infligé la traite négrière aux Africains. Les arabo-musulmans, quant à eux, ont infligé la traite négrière aux Africains entre le 7e, pratiquement, siècle et le 18e, 19e. On venait prendre de force la main-d'œuvre humaine en Afrique pour aller l'utiliser en esclavage au Moyen-Orient, pour aller l'utiliser en esclavage en Amérique, en Europe et dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens.
pour piller l'Afrique à partir du XVIIIe siècle, parce que les Africains avaient réussi à se reproduire et à survivre en Amérique, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et dans les îles des océans Atlantiques et Indiens, ils ont choisi de venir coloniser les Africains en Afrique. C'est-à-dire utiliser les Africains pour exploiter et piller leurs propres terres, sur leurs propres terres. La colonisation, c'est la traite négrière pratiquée par les ennemis de l'Afrique contre les Africains en Afrique. La colonisation, c'est l'utilisation des populations africaines pour piller l'Afrique contre les intérêts de l'Afrique. Si vous étudiez par exemple le réseau ferroviaire, le réseau routier qui a été construit pendant la période coloniale, vous vous rendrez compte que ce réseau était non seulement construit par les Africains soumis en esclavage par les Occidentaux, mais vous vous rendez aussi compte qu'il a été construit uniquement pour faciliter l'extraction, la déportation des richesses africaines. Le café, le cacao, le coton, la banane, l'EVA, le sucre, l'or, le diamant, le lithium, l'uranium, le manganèse, toutes les richesses dont l'Afrique regorge, on a construit des routes et des chemins de fer seulement pour les faire sortir vers les ports et à partir des ports les exporter vers l'Europe, vers l'Amérique, vers le Moyen-Orient. Voilà pourquoi la colonisation n'a jamais pu impulser un quelconque développement de l'Afrique, car elle avait été faite pour maintenir l'Afrique dans une situation de sous-développement. Tout cela a constamment été pensé par les puissances négrières. Les mêmes puissances négrières, ce sont elles qui se sont partagées l'Afrique en 1884-1885 à Berlin. Ce sont les puissances coloniales. Non contentes d'avoir pillé pendant plus de 300 ans le continent africain dans le cadre de la barbarie coloniale, d'avoir massacré des centaines de millions d'Africains dans le cadre des barbaries négrières et coloniales, dans les années 50 et 60, lorsque les peuples africains réorganisés, avec le soutien de leurs alliés d'Asie et de la Fédération de l'Union soviétique, lorsque ces peuples se sont de nouveau révoltés pour obtenir leurs indépendances, les puissances occidentales, et c'est le cas notamment de la France, ont tout fait pour contrecarrer l'indépendance formellement reconnue des pays africains qu'ils avaient divisés arbitrairement. Ils ont tout fait pour la contrecarrer à travers plusieurs instruments. Le contrôle de la langue et de la culture, le contrôle de l'économie par la monnaie, le contrôle de la politique par des guerres civiles, des coups d'État, des exterminations, des assassinats, des figures de proue du mouvement panafricaniste indépendantiste révolutionnaire. En fait, ils ont transformé les indépendances en pseudo-indépendances. Ils les ont transformées en nouvelles dépendances. Ils ont déguisé cette nouvelle dépendance aussi dans ce qu'on a appelé le droit international. Les accords de coopération, de défense. Ces accords ont permis aux anciennes puissances coloniales de conserver une position dominante dans les relations internationales sous couvert de l'application du droit. Peut-être qu'il faut rappeler que tous ces accords ont souvent été signés par les puissances occidentales, je prends ici le cas classique de la France, avec des Africains qui avaient été choisis par ces mêmes puissances occidentales. C'est-à-dire que la France veillait par exemple dans les pays qui avaient été ses colonies à massacrer tous les leaders indépendantistes, à détruire tous les mouvements authentiquement souverainistes, à imposer à la tête de ces pays-là des valets, des sous-fifres, et c'est avec ses propres valets, ses propres sous-fifres que la France signait les accords de coopération et de défense. De 1960, pratiquement en 1990, la France a signé des accords de coopération et de défense avec des Africains qu'elle avait imposés par la guerre, par le crime, par la fraude, par le mensonge, par la ruse à la tête de l'Afrique. Donc, en fait, elle a signé ces accords avec elle-même. Voilà pourquoi ce sont des accords qui sont léonins, des accords qui sont inhumains, des accords qui sont asymétriques, qui sont caducs, qui sont nuls, qui n'ont aucune valeur morale et qui ne devraient avoir aucune valeur juridique
puisque ce sont des accords de la France avec elle-même. Cette troisième phase d'accumulation, après la traite négrière, après la barbarie coloniale, après la barbarie néocoloniale et les faux accords de défense, de coopération avec les pays africains, eh bien, a été remplacée depuis quelque temps par une quatrième phase, une très grande agression qui a été l'objet de ce livre. L'impérial terrorisme. L'impérial terrorisme. Dans ce livre, j'ai documenté la quatrième grande agression de l'Occident et du Moyen-Orient contre l'Afrique. En quoi consiste l'impérial terrorisme, qui est l'objet de ce livre, ce maître ouvrage de 2025, qui aujourd'hui est l'un des ouvrages de géopolitique les plus lus et les plus partagés dans toutes les instances de la réflexion politique africaine. La méthode de l'impérial terrorisme consiste pour l'Occident, pour le Moyen-Orient, consiste pour le régime néocolonialiste et terroriste français à se cacher derrière des groupes d'apparence religieuse pour déstabiliser le continent africain et ainsi imposer aux gouvernements africains, aux peuples africains, la reconduction du modèle de coopération économique inégale, asymétrique et criminelle. Je réexplique cela calmement à tout le monde. La stratégie qu'ils ont choisie au XXIe siècle, c'est de créer des organisations terroristes qui vont utiliser le langage religieux. Ces organisations terroristes vont attaquer l'Afrique. Elles vont utiliser comme prétexte qu'elles veulent imposer à l'Afrique un nouvel islam. Parce que l'islam que pratiqueraient les Africains n'est pas conforme à leur orthodoxie. Et sous ce motif-là, en réalité, Washington, l'Union européenne, Bruxelles, la France, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis continueront à se partager les richesses du continent africain. Est-ce que vous avez compris? Ce samedi, je m'adresse surtout à mes frères et sœurs de la communauté musulmane africaine pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Parce que c'est cette communauté qui est l'objet de la manipulation américaine, l'objet de la manipulation européenne, occidentale donc au total. C'est cette communauté qui est l'objet de la manipulation des monarchies du Moyen-Orient contre elles-mêmes et contre les intérêts de la souveraineté africaine. C'est cet axe, c'est cet angle qui a été choisi par les États-Unis d'Amérique, par l'Union européenne. C'est cet axe qui a été choisi par leur alliance commune qui s'appelle l'OTAN. C'est cet axe qui est exploité aujourd'hui par la junte néocolonialiste et terroriste française dirigée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un chef terroriste. C'est ce qu'il est, c'est une description. Il ne s'agit pas d'un qualificatif qu'on trouvait. C'est un chef terroriste. C'est cette méthode qui est utilisée par Israël. C'est cette méthode qui est utilisée par l'Arabie saoudite, par le Qatar, par les Émirats arabes unis, par le Koweït, contre l'Afrique. Tous ces pays que je viens de citer, et qui s'appuient ici sur le continent africain, sur la Mauritanie, qui s'appuient sur l'Algérie, qui s'appuient sur la Côte d'Ivoire de Ouattara, et qui se sont appuyés amplement pendant très longtemps sur le Bénin de Talon, le Nigeria de Tinubu. Tous ces pays ont choisi d'instrumentaliser l'islam afin de diviser l'Afrique et de régner sur elle. Cette vérité doit être clairement dite par tous les dirigeants africains honnêtes, serviteurs de notre peuple. Et surtout, cette vérité doit être dite par toutes les musulmanes et tous les musulmans africains. À savoir que la stratégie choisie par Washington, par Bruxelles, par Paris, la stratégie choisie par Jérusalem, la stratégie choisie par Jeddah,
La stratégie choisie par Dubaï, la stratégie choisie par Doha, c'est de passer derrière des organisations apparemment religieuses pour maintenir l'Afrique dans la faiblesse et forcer les dirigeants africains à accepter qu'on continue à piller l'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, l'uranium, les diamants, le café, le cacao, la banane, le coton, qu'on continue à piller l'Afrique comme depuis 600 ans. Voilà ce que j'ai démontré dans ce livre. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ce fait-là, qui est un fait scientifique, puisqu'on sait qui a créé les deux principales organisations terroristes qui nous attaquent. Al-Qaïda est une organisation terroriste d'idéologie religieuse, mais elle a été créée par les États-Unis d'Amérique dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan. L'autre organisation qui s'appelle État islamique, elle a été créée dans les années 2000 par les mêmes États-Unis, sous l'administration Obama-Clinton. Ça, c'est une information qui a été relayée et reconnue par l'actuel président américain Donald Trump et qui a été confirmée par la déclassification des documents officiels des États-Unis. Des personnalités politiques importantes des États-Unis, comme Madame Tulsi Gabbard, dont je parle dans ce livre, ici. La voici, Madame Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard. Qu'est-ce qu'elle dit, Madame Tulsi Gabbard, le 31 janvier 2025, devant le Sénat des États-Unis? Madame Tulsi Gabbard, qui vient de démissionner de son poste de chef du renseignement américain. Qu'est-ce qu'elle dit, Madame Tulsi Gabbard? Elle dit, je déteste Al-Qaïda. Je déteste que nous ayons des dirigeants qui se rapprochent des extrémistes islamistes, les minimisant à de soi-disant rebelles. La Syrie est désormais contrôlée par une branche d'Al-Qaïda et un chef qui a dansé dans les rues le 11 septembre. Madame Tulsi Gabbard, qui vient de démissionner de son poste de chef de l'agence de renseignement des États-Unis, accuse les États-Unis d'être les parrains de l'organisation terroriste Al-Qaïda, dont l'un des chefs a été intronisé président en Syrie, sous le nom de Ahmed al-Shara, alors même qu'il était recherché par les Nations Unies, et même soi-disant par les États-Unis, avec une prime de plusieurs millions de dollars sur sa tête, sous le nom de Mohamed al-Joulani. Voilà ce que dit Madame Gabbard, haute fonctionnaire, officière supérieure des États-Unis. D'accord? Bon, je cite encore qui d'autre? Elon Musk. Elon Musk, à un moment donné, a dirigé l'agence de la bonne gouvernance des États-Unis. Je le cite à la page 148 de ce document. Il dit, l'équipe du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale, mis en place par Trump, a découvert, entre autres, que les agents d'approbation des paiements au Trésor étaient instruits d'approuver systématiquement les paiements, même à des groupes frauduleux ou terroristes connus. Ils n'ont littéralement jamais refusé un paiement au cours de toute leur carrière, pas une seule fois. Elon Musk, qui s'est retrouvé à la tête de l'agence de la bonne gouvernance des États-Unis, a déclassifié des preuves que l'administration américaine a, depuis plusieurs décennies, payé régulièrement de l'argent, financé régulièrement de l'argent aux groupes terroristes. Et ces groupes terroristes viennent en Afrique nous dire qu'ils doivent nous apprendre un nouvel islam. Que l'islam que les Africains pratiquent en paix avec leurs frères de croyances chrétiennes ou de croyances traditionnelles, que cet islam ne suffit pas. Les États-Unis payent pour cela. Ils payent pour qu'on vienne troubler la pratique de la religion musulmane en Afrique. Ils payent pour qu'on vienne troubler la vie entre les religions en Afrique. Voilà ce que révèlent les documents officiels américains. C'est pour cela que les Africains et les Africaines qui m'écoutent ne doivent pas avoir peur de répéter ces vérités partout, parce que ce sont des vérités documentées. Et je vous dis, il n'y a aucun procès en diffamation que qui que ce soit ait essayé après la publication de ce livre. Parce que ce livre ne rassemble que les preuves occidentales du terrorisme occidental. Dans ce livre, il n'y a que les preuves occidentales du terrorisme occidental. Je vous rappelle que Emmanuel Macron a instrumentalisé le groupe
international mondial Amazon pour qu'on ferme ma page de distribution de mes livres sur Amazon. Emmanuel Macron a instrumentalisé le groupe mondial de Jeff Bezos. Il a personnellement mobilisé Jeff Bezos pour que Jeff Bezos ferme la page de distribution de ce livre. Ce livre qui commençait à être distribué à des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde. Macron a tout fait et a demandé à Jeff Bezos de faire fermer mon compte Amazon. Mon compte Amazon, il est fermé depuis pratiquement 2 mois par la volonté d'Emmanuel Macron qui a appelé le patron pour dire « Ce monsieur, il diffuse des livres qui remettent en cause notre domination. Fermez son compte KDP. Empêchez-le de distribuer son livre. » Mais pourtant, dans ce livre-là, il n'y a que des preuves occidentales. C'est des preuves américaines, ce sont des preuves européennes, ce sont des preuves françaises que les Américains, les Européens et les monarchies du Moyen-Orient que je viens de citer, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Koweït, Bahreïn, etc., sont derrière des financements de groupes terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Il n'y a que des preuves ici, des preuves de tout cela. Je vous cite encore une autre preuve qui a particulièrement troublé et trouble encore les services français jusqu'à ce jour. Une autre preuve très intéressante, c'est cette preuve qu'on trouve facilement si vous fouillez sur Internet. France 24, reproduisant une enquête américaine, a publié le 30 juillet 2014 cet article-ci, qui dit que la France est le premier banquier des djihadistes d'Al-Qaïda. Premier banquier des djihadistes d'Al-Qaïda. C'est-à-dire que la première puissance occidentale, celle qui paye le plus d'argent aux terroristes qui attaquent le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui attaquent le Nigeria, qui attaquent le Bénin, qui attaquent le Togo, qui attaquent le Cameroun, qui attaquent le Tchad, la puissance qui leur donne le plus d'argent, c'est la France. Et c'est un document officiel, de la presse officielle française qui le dit. Et que la méthode utilisée pour financer ces gens, c'est qu'on leur donne d'abord des otages, et sous couvert de libérer les otages, on leur paye des rançons énormes. C'est ce qui est démontré par la presse officielle française le 30 juillet 2014. La France, premier banquier des djihadistes d'Al-Qaïda, à travers le commerce des otages. Donc, d'abord, je voudrais dire aux Africaines et aux Africains, et en particulier aux musulmans et aux musulmans, que quand nous disons qu'on essaye d'instrumentaliser la religion musulmane pour diviser l'Afrique et continuer à la dominer, nous ne le disons pas contre la religion musulmane. Nous le disons contre ceux qui instrumentalisent la religion musulmane. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, la coalition impériale terroriste de l'OTAN, de l'Union européenne, la coalition impériale terroriste française et ses alliés du Moyen-Orient a décidé d'utiliser certains imams à l'intérieur du Sahel et de l'Afrique pour imposer dans l'esprit des jeunes populations musulmanes une nouvelle thèse. Une nouvelle thèse. Alors, il y a quelqu'un qui me demande si je parle encore du Bénin. Il s'appelle comment? Elle s'appelle Pauline Pasteur. Je la dégage, qu'elle aille se faire foutre. Pauline Pasteur, allez vous faire foutre. Quittez ma page TikTok. Je parle de ce que je veux. Je parle de ce que je veux. Là, je suis en train de parler d'un sujet civilisationnel de très grande importance. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ces derniers temps? Ils ont décidé de financer l'enseignement religieux dans de nombreuses mosquées partout en Afrique. Les États-Unis, la coalition de l'OTAN, la France, l'Arabie Saoudite et toutes ces puissances du Moyen-Orient là ont décidé de passer par un autre chemin.
Ils ont décidé de financer massivement l'enseignement religieux. Et donc de financer des imams qui doivent expliquer à nos enfants, à nos frères et sœurs, jeunes populations musulmanes, que la seule forme possible de république dans laquelle les hommes doivent vivre, c'est une république islamique. Il s'agit d'expliquer dans toutes les petites mosquées qu'il y a dans ce continent africain que la seule forme d'État dans laquelle les hommes doivent vivre là, c'est le califat. Que tous nos pays africains doivent être organisés sous forme de califat, sur le modèle de l'Afghanistan, sur le modèle des monarchies du Moyen-Orient. On doit organiser sur le modèle de la Syrie. On s'est mis à enseigner cela à l'intérieur des écoles de formation religieuse. On s'est mis à enseigner à nos jeunes, à nos enfants qui pratiquent la belle religion musulmane, qu'ils doivent s'engager à obtenir que leur pays, tous les pays africains, soient transformés en un califat. Et ça, ce n'est pas le plan des musulmans africains. Ce ne sont pas les musulmans africains qui ont théorisé cela. Cela a été théorisé à Washington, à Bruxelles, à Paris. Cela a été théorisé à Jérusalem. Cela a été théorisé en Arabie Saoudite, au Qatar. Il faut financer des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'imams qui vont expliquer aux jeunes qu'ils doivent se battre pour instaurer l'empire de l'islam en Afrique. Que tout pays africain qui s'appelle République, on doit changer le nom de ce pays pour que ce pays devienne califat, que ce pays devienne émirat. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, pourquoi enseigne-t-on cela à nos enfants? Pourquoi enseigne-t-on cela à nos jeunes? Parce qu'on veut leur permettre de continuer à servir de chair à canon pour les groupes terroristes qui sont là, afin de maintenir l'Afrique à feu et à sang, pour que l'Amérique continue à voler. L'Europe continue à voler. La France continue à voler. Les monarchies du Moyen-Orient continuent à voler. C'est ça l'objectif. Il y a donc ce qu'on appelle un objectif de façade. On endoctrine les jeunes générations en leur disant « Vous devez vous battre pour instaurer le califat. Vous devez vous battre pour instaurer des émirats. Tout le Mali ne doit être que des califats. Tout le Niger ne doit être que des califats et des émirats. Tout le Burkina Faso ne doit être que des califats et des émirats. Tout le Nigeria doit être comme ça. Tout le Bénin, tout le Togo, toute la Côte d'Ivoire, tout le Cameroun, tout le Tchad. Voilà ce qu'on explique. Voilà ce qu'on a payé des gens pour l'expliquer. Et l'une des stratégies qu'on a données à ces gens-là, qui sont chargés de laver le cerveau des jeunes musulmans, afin de renforcer les troupes terroristes, c'est qu'on leur demande d'imposer la confusion entre l'espace public de l'État et l'espace privé des religions. On leur demande de mettre la pression sur les gouvernements, mettre la pression sur les États, pour que les États accordent les lieux publics de l'État, pour que ces lieux deviennent les lieux des confessions religieuses. L'objectif étant ici de tout faire pour que, dans l'opinion, les bâtiments de l'État et les bâtiments de la religion musulmane soient confondus. Voilà comment ils ont créé une polémique au Burkina Faso. C'est la même polémique qu'ils ont voulu créer à plusieurs moments ici au Mali. C'est la même polémique qu'ils ont cherché à créer, eh bien, à un moment donné au Niger. C'est la même polémique qu'ils cherchent à créer en permanence au Nigeria. C'est la même polémique qu'ils cherchent à créer au Cameroun, au Tchad. L'arme subtile consiste à dire, si le gouvernement n'accepte pas de donner les bâtiments publics pour la pratique d'une religion privée, c'est-à-dire la pratique de la religion musulmane, alors c'est un gouvernement anti-musulman. Et il faut le combattre. Voilà le danger qui nous guette. Voilà le piège dans lequel certains musulmans, certaines musulmanes, qui ne sont vraiment pas hypocrites, mais qui sont simplement, en réalité, inconscients des enjeux, sont tombés. Certains sont en train de tomber dans ce piège.
On leur demande de mettre les États et les gouvernements sous pression pour que ceux-ci confondent l'espace public de l'État avec l'espace privé de leur religion. On leur dit de dire que tout gouvernement qui n'autorise pas que la religion se déroule à l'intérieur des bureaux de l'État est un gouvernement anti-musulman. L'erreur que commettent ces gens, c'est qu'ils le font au moment où, à la tête des pays, par exemple du Sahel, on a des hommes d'État qui sont de religion musulmane. Le président Assimi Goïta est musulman. C'est le président du Mali. Le président Ibrahim Traoré est musulman. C'est le président du Burkina Faso. Le président Abdourahmane Tchani est musulman. C'est le président du Niger. Qui peut imaginer que ces chefs d'État soient anti leur propre religion? Nous les voyons tous célébrer et pratiquer la religion musulmane que leurs pères, que leurs ancêtres ont pratiquée depuis plusieurs siècles, sans complexe. On veut faire passer le président Ibrahim Traoré pour un anti-musulman parce que le président Ibrahim Traoré a dit de ne pas confondre l'espace public de l'État avec l'espace privé des religions. Aucune religion dans un État convenablement dirigé ne doit confisquer l'espace public. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les kamites, que ce soit les musulmans, aucune religion ne doit confisquer l'espace public. Aucune religion ne doit s'accaparer l'État et dire que l'État est l'État de sa religion. Ça, c'est la position des dirigeants sahéliens. Et ce n'est pas une position anti-religieuse. Ce n'est pas une position anti-musulmane. Mais la propagande d'Al-Qaïda, la propagande de l'État islamique, la propagande de la junte terroriste et néocolonialiste française, la propagande des juntes terroristes et néocolonialistes du Moyen-Orient, la propagande de la junte impérialiste, terroriste, néocolonialiste américaine, essaye de présenter maintenant les dirigeants sahéliens comme des ennemis de l'islam. Parce que c'est un moyen pour les fragiliser, un moyen pour les affaiblir, un moyen pour recoloniser l'Afrique. Il faut que les musulmans et les musulmanes comprennent cela. Car les premiers qui sont visés par cette manipulation, ce sont les musulmans et les musulmanes. On veut faire passer des gouvernements qui sont pourtant dirigés par des personnes qui sont de confession musulmane. On veut faire passer ces gouvernements pour des gouvernements anti-musulmans. Uniquement parce que ces dirigeants veulent que l'État ne soit pas confisqué par une quelconque religion, que l'État soit neutre par rapport aux différentes religions. Et c'est la fonction de l'État. L'État, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Cameroun, au Nigeria, l'État n'est pas l'État d'une religion. L'État ne peut pas appartenir à une religion. C'est un arbitre qui doit se tenir à équidistance, qui doit traiter toutes les religions avec respect. Il ne doit pas céder à une religion pour que celle-ci devienne dominante à l'intérieur de l'État. Même si c'est la religion de la majorité de la population, cette religion ne doit pas dominer l'État. Elle doit respecter les mêmes règles que les autres religions. Les événements qui se sont déroulés ces derniers temps au Burkina Faso, on en a déjà eu une esquisse au Niger et au Mali. Ils cherchent à allumer le feu en retournant la communauté musulmane contre les dirigeants des républiques panafricanistes en lutte pour la souveraineté. Ils cherchent à allumer le feu en faisant passer des mesures qui sont justes et qui doivent s'appliquer à toutes les croyances religieuses. Que vous soyez musulman, chrétien, kamite, ou même que vous soyez athée, aucune de vos croyances, aucune de nos croyances ne doit s'accaparer l'espace public. Cette règle qui est une règle juste, qui est une règle positive, qui est une règle permettant à l'État d'être un arbitre impartial, on veut la faire passer pour un acte anti-musulman. Et je suis en train de voir sur les réseaux sociaux certaines personnes qui sont pourtant des musulmans et qui ne sont pas complices, je ne sais pas, de l'impérial terrorisme américain, européen, français, etc. Je vois certaines personnes qui sont en train de succomber à cette stratégie d'empoisonnement mental qui a été pourtant ourdie par des pays non musulmans, comme les États-Unis.
comme la France, comme l'Union européenne, parce que ce sont eux qui sont derrière toute cette affaire. Des gens même qui ne pratiquent pas l'islam, des gens même qui ne sont pas des croyants musulmans. Ce sont eux qui veulent imposer une crise religieuse en Afrique. Parce que c'est uniquement le moyen pour nous affaiblir et pouvoir se positionner. Donc, franchement, ce samedi matin, je voulais expliquer cela de la manière la plus claire. Il faut d'abord que les musulmanes et les musulmans soient les premiers, en première ligne, contre cette manipulation. Parce que si c'est des personnes qui ne sont pas de croyances musulmanes, qui doivent parler prioritairement de cela, on va vite assimiler cela à l'idée qu'ils seraient contre l'islam. Nos frères et sœurs intellectuels musulmans doivent monter à l'assaut pour expliquer ça au peuple. Je voudrais saluer ici, sur la place de Bamako, le formidable travail qui est fait par le journaliste Abdoul Niang. Abdoul Niang est musulman et il explique depuis plusieurs semaines ici au Mali comment on est en train de vouloir manipuler, instrumentaliser et utiliser la religion pour affaiblir le Mali. Il a expliqué comment les financements saoudiens et qataris affaiblissent l'islam au Mali. Vous savez que celui qui paye dicte sa manière de penser. Et ces monarchies-là, qui sont alliées des États-Unis, qui sont alliées de l'OTAN contre l'Afrique, ont choisi de financer l'enseignement religieux chez nous afin de retourner la population contre les gouvernements. Abdoul Niang l'explique d'une manière extraordinairement claire. Et c'est important que des intellectuels, des hommes politiques, des femmes politiques musulmans prennent ce sujet en main, l'éducation de la population musulmane. Parce que c'est dans cette population que les organisations terroristes recrutent des jeunes qui viennent tuer. Ceux qui ont fait les attaques du 25 avril et qui sont d'origine sahélienne, ce sont des jeunes qui ont été endoctrinés dans nos propres écoles coraniques, ici, en Afrique de l'Ouest. Ils ont été endoctrinés par qui? Les maîtres financés par l'Arabie Saoudite, financés par le Qatar, financés par la junte néocolonialiste et terroriste française, financés par la junte néocolonialiste, terroriste et impérialiste américaine. Ce sont ces gens-là qui forment de faux imams chez nous. Et ces faux imams intoxiquent et empoisonnent nos enfants pour les pousser à tuer leurs propres frères musulmans, à tuer les États et à tuer les républiques, afin que l'Amérique continue à s'asseoir sur nos têtes, que l'Occident continue à s'asseoir sur nos têtes, que la France continue à s'asseoir sur nos têtes. Et je vois ce qui, moi, me fait de la peine, c'est quand je vois des personnes que je connais, des personnalités que je connais qui ont une voix qui peut porter et qui se laissent tenter par ce discours. Oh, Ibrahim Traoré, il a commis une très grosse erreur. Il ne fallait pas qu'il s'attaque aux musulmans. Où est-ce que Ibrahim Traoré s'est attaqué aux musulmans? Où le président Ibrahim Traoré s'est-il attaqué aux musulmans? Quelle honte de la part de ceux qui le disent. Le président Ibrahim Traoré s'attaque à l'impérial terrorisme et à l'instrumentalisation de la religion par l'impérial terrorisme. Voilà ce qu'il fait. Le président Assimi Goïta est musulman. Il ne s'attaque pas aux musulmans. Il est obligé de combattre ceux qui, en récupérant les écoles coraniques, sont en train d'endoctriner les enfants pour que les enfants fassent la guerre contre leur propre pays. Que les enfants viennent tuer leur propre ministre d'État, ministre de la Défense, qui les défend. Ça a été préparé dans certaines écoles coraniques. Et c'est cela que les gouvernements sont en train de combattre. Car il est nécessaire qu'on mette en place un encadrement de l'enseignement religieux. Que ce soit côté chrétien, côté traditionnaliste ou côté musulman, l'État doit mettre les yeux dedans. Qu'est-ce qu'on met dans la tête de nos enfants? Comment fait-on pour se retrouver avec plus de 12 000 combattants, dont certains sont issus de nos villages, de nos villes, de nos ethnies, sans faire l'hypothèse qu'il y a un travail de sape qui est en train d'être fait au niveau de l'enseignement religieux. Un travail de sape qui est en train d'être fait dans les écoles coraniques, qui est en train de faire dans les mosquées pour détruire l'islam africain et pour détruire l'Afrique. Parce que derrière cette destruction de l'islam africain, islam de paix,
islam de coexistence pacifique avec les autres religions, islam républicain, derrière cette destruction de l'islam africain, certains ne veulent pas voir que c'est toute l'Afrique qu'on veut détruire. C'est-à-dire que les Américains se sont assis, ils ont réfléchi, les dirigeants américains, j'entends, les dirigeants européens se sont assis, ils ont réfléchi avec leurs alliés du Moyen-Orient, ils ont dit comment on peut fragiliser le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Parce que ces gens-là, ça fait maintenant plus de 5 ans qu'ils nous résistent. Ils tiennent bon. Ils ont dit, nous allons passer par un financement massif de l'enseignement religieux et à travers les écoles coraniques, à travers certaines mosquées, nous allons inoculer le message selon lequel si on ne donne pas l'espace public à la religion musulmane, c'est qu'on est anti-musulman. Si on ne donne pas l'espace public à la religion musulmane, c'est qu'on est anti-musulman. Voilà le message que nous allons inoculer. Ensuite, nous allons expliquer aux enfants qu'ils doivent vivre dans des califats, ils doivent vivre dans des émirats et que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu a dit dans sa sainte parole. Voilà l'enseignement qu'ils sont en train de donner. Et comment voulez-vous que les dirigeants avertis, comme les leaders panafricanistes d'Afrique de l'Ouest, laissent passer cette propagande? Pourquoi voulez-vous qu'on laisse passer une telle propagande? Si ce n'est pas suicidaire pour les républiques. Si on laisse passer l'idée que toute l'Afrique doit être transformée en émirat et en califat, mais ça veut dire que c'est l'idéologie d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui va nous diriger. C'est la mort de l'Afrique. Et je vous rappelle que Al-Qaïda, État islamique, ça c'est une pseudo-idéologie musulmane. C'est l'islam traficoté, sali, c'est l'islam de retourné par les criminels américains, les criminels occidentaux et les criminels moyen-orientaux. Ils ont fabriqué un faux islam qu'ils veulent utiliser comme alibi, comme prétexte pour nous recoloniser, nous soumettre à leurs conditions. Et c'est ce faux islam-là que certains se retrouvent en train de tenter de défendre. Non, Ibrahim Traoré n'aurait pas dû parler.